message que l'on cherche à faire passer en permanence, en dehors des périodes de guerre, en dehors de la justification ou de la participation à une opération militaire déterminée. Donc ces deux types de messages, c'est premièrement que l'Empire nous veut du bien. Vous savez, il y avait une multitude de films où on vous explique que l'armée des États-Unis va sauver le monde pour un danger imminent. Donc toujours ces gens nous veulent du bien, alors que si on regarde dans la pratique, on pourrait avoir quelques doutes. Et d'autre part, s'il n'y a pas de raison de se révolter, nous ne devons pas non plus avoir de capacité de se révolter. Et donc là, le deuxième message, c'est la destruction de toute référence qui pourrait nourrir notre révolte, plutôt nourrir notre capacité à nous révolter. Dans une séance précédente, il a été question des valeurs éthiques dans le cinéma. Alors, là, il y a une chose assez curieuse. Est-ce qu'il y a des valeurs éthiques que Hollywood cherche à défendre ou à imposer, et est-ce qu'on peut les opposer à des valeurs éthiques traditionnelles? C'était le titre de la discussion de l'autre jour. Ça supposerait qu'il y ait des valeurs éthiques traditionnelles. Alors là, il y a quelques années, à la demande de la Russie, le Conseil des droits de l'homme de Genève a créé une commission de travail pour déterminer, voilà, se faire une idée, c'est quoi les valeurs éthiques traditionnelles. Ça fait 3-4 ans qu'elle se réunit, cette commission, et pour le moment, elle n'a toujours pas réussi à définir ces valeurs éthiques traditionnelles. Et certains pays, les États-Unis, la France particulièrement, ont essayé plusieurs fois de saboter cette commission, d'empêcher qu'elle continue ses travaux. Pourtant, ce sont les mêmes qui parlent de droits de l'homme universels. S'il y a des droits de l'homme universels, c'est quand même qu'il y a des valeurs universelles. Et s'il y a des valeurs universelles, quelles sont-elles? Je pense que quand nous abordons cette question, en fait, nous avons toujours un certain nombre de problèmes culturels qui fait que nous ne voyons pas la même chose quand nous regardons les mêmes films. La production hollywoodienne, elle est d'abord faite pour le marché intérieur aux États-Unis. Et puis après, secondairement, certains films sont faits pour être amortis à l'échelle internationale. Donc à ce moment-là, on les conçoit pour un public plus vaste. Et les messages qui sont à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Mais ici, en Iran, on peut vous diffuser les mêmes films avec un objectif complètement différent, qui n'est plus l'amortissement général, mais qui est la guerre culturelle spécifique contre l'Iran. Pour les Européens ou États-Uniens qui sont là, on vient de rappeler qu'en Iran, je crois, il y a 16 chaînes de télévision nationales, y compris les télévisions régionales. Et puis, depuis les 3 dernières années, il y a plus d'une centaine de télévisions étrangères en langue farsi qui ont surgi d'un peu partout, dans le but de diffuser des programmes qui peuvent perturber sociologiquement l'Iran. On part du principe que, comme on ne peut pas abattre ce pays militairement, on va le ronger de l'intérieur par un conflit culturel. Et donc, quand ici, on regarde un film hollywoodien, on le regarde dans cette circonstance, avec l'interprétation qui correspond à cette guerre culturelle. Pour noter d'ailleurs que les mêmes films ont des usages souvent différents selon les publics. Une des premières chaînes qui a été créée en farsi, c'est Mbirsi Persial. Donc c'est une chaîne qui appartient à l'Arabie Saoudite. Ils ont plusieurs canaux en langue arabe et un canal en langue farsi. Et les mêmes films passent sur les canaux en arabe et le canal en farsi. Mais ce ne sont pas les mêmes versions des mêmes films. Quand on diffuse le film en direction
de la péninsule arabique, on coupe certaines scènes. Et quand on le diffuse en direction de l'Iran, au contraire, on maintient précisément toutes les scènes sexuelles. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite ne veut surtout pas ça chez elle, mais elle a bien conscience que si c'est diffusé en Iran, dans un pays où traditionnellement la sexualité est quelque chose d'extrêmement privé, où en parler est simplement mal élevé et grossier, et donc le montrer est particulièrement grossier, eh bien on a conscience que ça crée un choc culturel et ça va déséquilibrer la société. Mais du point de vue occidental, nous, quand nous regardons les mêmes scènes, ça ne nous fait pas du tout cet effet-là. Parce que nous, dans notre culture, la sexualité n'a pas la même place, n'a pas la même signification. Et d'ailleurs, Iraniens, quand vous venez visiter nos musées en Europe, quand vous voyez des statues grecques, vous ne trouvez pas ça indécent. Vous comprenez qu'il y a la recherche de l'expression d'une certaine beauté à travers ça. Donc, encore une fois, le contexte culturel détermine la compréhension que nous avons de telle ou telle scène. Nous, dans une civilisation postmoderne, en plus, nous avons perdu un grand nombre de repères qui existent dans notre société, enfin qui sont vos repères culturels. Nous, on en avait d'autres, et nous avons perdu les nôtres. Donc, l'originalité d'Hollywood vis-à-vis des publics occidentaux, ça n'est pas d'imposer un modèle, même si en Iran, on peut avoir l'impression qu'il y a un modèle tout près qui arrive. Non, non, en Europe, aux États-Unis, on ne perçoit pas ça comme ça. Ce qu'on peut voir à travers ces films, c'est au contraire la négation, la destruction des repères, des quelques repères qui continuent à exister chez nous. Alors, sur la question de la sexualité, par exemple, dans le film hollywoodien, elle peut intervenir de deux manières. Soit ce sont des scènes hédonistes, c'est-à-dire une valorisation du plaisir. Soit ce sont des scènes de défoulement, en fait. C'est le plus souvent le cas. C'est-à-dire que la sexualité est présentée comme une pause, alors qu'il y avait un certain stress pour le spectateur. Il y avait un suspense. Et tout d'un coup, la scène sexuelle, c'est la scène qui permet de se reposer. Alors ça contient en soi un message. Contrairement à ce qu'a dit un intervenant ce matin, dans les civilisations européennes, on peut tout à fait avoir une vision spirituelle de la sexualité. Je fais remarquer que dans le christianisme, contrairement à ce qui a été dit ce matin, le célibat, c'est une ascèse, c'est le mariage qui est un sacrement. Donc on exprime de cette manière que la sexualité peut être l'expression du sacré. Et pour ce qui est de la violence, alors là c'est une généralisation très très large dans la production hollywoodienne. Pour ce qui est de la violence, il y a une volonté d'embarquer le spectateur dans l'acceptation de choses qu'il n'accepterait pas d'habitude. Donc le scénario, dès le départ, va créer une situation injuste, traumatique, dans laquelle le héros va devoir recourir à la violence d'une manière qui est présentée comme légitime. Alors, par exemple, je sais pas, on enlève le héros, la petite fille du héros, il va devoir la retrouver, mais la police ne fait rien, il va devoir se battre lui-même pour sauver sa petite fille. Et ce genre de scénario, il y en a des quantités astronomiques. Et à partir du moment où on a justifié le recours à la violence, alors on va voir le héros commencer à casser des voitures dans tous les sens, à faire exploser des buildings, à tuer les gens au hasard, et les passants, etc. Donc il n'y a plus de sens de proportionnalité, il n'y a plus aucune limite
dans l'usage de cette violence. C'était ça, en fait, le ressort même du scénario. Et une scène récurrente dans le cinéma hollywoodien vise techniquement à faire perdre au spectateur sa capacité de penser, de réagir, d'analyser, d'interpréter. C'est la scène de la course-poursuite qui est absolument fondamentale. Et dans certains films, elle va reprendre, s'allonger, etc. Des fois, c'est un tiers du film, c'est la course-poursuite. Donc là, il y a un moment de stress dans lequel le cerveau, la partie cognitive du cerveau se trouve subitement inhibée. Et on va accepter des incohérences dans le scénario, mais on va surtout accepter dans cette course-poursuite le recours à une violence effrénée, vraiment sans limite. On a pu être étonné ici du film Unthinkable. Alors, quand on voit ce film, c'est... vous vous souvenez le scénario, donc il faut faire avouer quelqu'un qui a posé une bombe, et pour le faire avouer avant que la bombe n'explose, on va progressivement le couper en morceaux, puis tuer sa femme et menacer de torturer ses enfants. Et telle que la question est posée au début du film, le stress s'installe rapidement et vous n'avez plus la possibilité de vous rendre compte que le scénario est totalement stupide et qu'il existe bien d'autres réponses à la question qui est posée. Parce que la question qui est posée, c'est est-ce que tout est possible, y compris ce qui est impensable, pour sauver des millions de gens qui vont mourir quand la bombe va exploser? Mais de quel droit quelques policiers vont répondre, ou quelques militaires, à cette question? Parce qu'il faudrait nous demander, et nous, êtres humains, est-ce que nous voulons être sauvés de cette manière en perdant notre humanité? Et puis, donc on voit cette logique qui a amené le développement des scènes de torture dans les films récents et les séries télévisées récentes, avec toujours une manière de poser la question: est-ce que la torture est efficace? Alors oui, si on arrive donc à obtenir cet aveu, on va sauver des gens. Eh bien, pour ce qui est de l'efficacité de la torture, je vous renvoie au fait que les États-Unis d'Amérique ont généralisé la torture dans ce qu'ils appellent la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire la lutte contre les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et au cours des dernières années, concernant l'organisation dite Al-Qaïda, les États-Unis ont obtenu des renseignements extraordinaires sur cette organisation en utilisant la torture. Les éléments obtenus sous la torture ont servi de base à la plupart des grands procès qui ont lieu aux États-Unis et en Europe. La plupart des livres que vous pouvez lire aux États-Unis et en Europe à propos d'Al-Qaïda sont basés sur des aveux obtenus sous la torture, et pour l'immense majorité sous les aveux, basés sur les aveux obtenus auprès d'un seul détenu qui a vraiment été une source miraculeuse, qui a donné des détails incroyables sur Al-Qaïda, c'est Abu Zubaydah. Et donc, on peut vous faire des stocks de déclarations officielles sur le fait que ce monsieur est la source principale d'information. Le problème étant que, il y a quelques années, on s'est rendu compte que ce monsieur n'avait en fait jamais été membre d'Al-Qaïda, donc on l'a torturé 83 fois, on lui a fait subir les pires supplices, il a tout avoué, il a donné tous les détails sur quelque chose qu'il ne connaissait absolument pas, et la totalité des stratégies qui ont été suivies en Europe, aux États-Unis pour lutter sur le terrorisme étaient fondées sur des aveux totalement imaginaires obtenus sur la torture. Ça, c'est l'efficacité de ce système. Donc, même si une fois on pouvait dire de manière totalement cynique qu'on a sauvé des gens par le recours à la torture, il est surtout certain que on a au contraire aggravé les situations par l'usage de ces techniques. Mais toujours, Hollywood cherche à nous poser la question d'une manière où nous ne pouvons pas équilibrer les choses, les mettre en balance les unes à côté des autres,
et agir de manière raisonnable. Alors, on posait la question ce matin, mais dans tout ça, qui va gagner, comment ça va se terminer? Dans l'histoire humaine, plusieurs fois, la barbarie a triomphé sur la civilisation et des périodes parfois très longues d'obscurité ont prévalu. Que nos hôtes états-uniens ne se vexent pas de cette comparaison, mais peut-être la plus grande réussite d'Hollywood, c'est de nous avoir fait croire que les États-Unis sont un empire. Ça n'est évidemment pas un empire, c'est juste une barbarie. Un empire, nous en connaissons dans l'histoire, ils ont laissé des traces, ils ont laissé des monuments, ils ont parfois été d'une grande violence, d'une grande cruauté, mais ils ont construit quelque chose. Les États-Unis nous ont laissé des ruines en Corée, au Vietnam, en Irak, et dans les pays qu'ils occupent actuellement, à commencer par l'Europe occidentale, vous chercherez désespérément les monuments qu'ils ont construits, ce qu'ils ont pu apporter. Ça ne mérite pas le nom d'empire, c'est simplement un système d'exploitation. C'est également tout à fait à tort, je pense que ce matin on a parlé de dérive fasciste. Il n'y a pas de dérive fasciste, c'est une barbarie. Il faut regarder les choses comme elles le sont. Un État qui revendique la généralisation de la torture, qui commet les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'on a vu se développer au cours des dernières années, n'a pas une dérive fasciste, il est d'une nature totalement différente et c'est simplement une forme barbare. Comment peut-on se protéger face à cette influence d'Hollywood? Eh bien d'abord, nous devons prendre le recul nécessaire pour nous poser des questions sur les scénarios qu'on nous présente et non pas nous laisser embarquer dans cette furie chaque fois. Nous devons aussi regarder les choses de manière offensive. Dans une intervention ce matin où on regardait Hollywood d'une manière étrangère et donc on envisageait de s'en protéger par la censure, puisque cette influence est néfaste, et interdisons telle ou telle scène, tel ou tel film, ou l'ensemble de cette production. Cette démarche se comprenant parce que c'est un corps étranger, nous en Occident, nous ne pouvons pas voir les choses de cette manière. Ce n'est pas la censure qui va nous protéger de tout ça. Et d'ailleurs, si nous devions censurer cette production en Europe, il ne nous resterait pas grand-chose. Donc pour nous, la réponse, elle est d'une autre nature. Elle consiste à développer ce qui manque chez nous. Donc comment peut-on, à travers le cinéma, valoriser des valeurs positives, de courage, d'honneur, d'intégrité. En cela, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles certains d'entre nous sont ici et reviennent ici, dans la mesure où la révolution iranienne nous a donné un exemple de la manière dont on peut reconstruire une base de civilisation, même quand celle-ci a été préalablement abîmée par